Bonjour chers amis, voici en ce 13 décembre au terme de notre parcours de, à travers le cas de la péninsule indo-chinoise, de connaissance, d'analyse des réalités du sud-est asiatique. Et à la suite du cours de l'an dernier qui portait sur la géopolitique de l'Asie-Pacifique, cette année, nous avons davantage ciblé sur des réalités plus ciblées, celles du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Néanmoins, bien, cette péninsule indo-chinoise, elle est bien sûr aujourd'hui au cœur des avancées et des tensions géopolitiques internationales. J'ai bien mis avancée, pas simplement tension comme on a trop tendance à le faire. La géopolitique est là aussi pour pointer, comprendre, analyser des avancées géopolitiques qui peuvent exister dans la sphère économique comme dans la sphère politique. Voilà un petit peu notre point de départ et sans plus tarder, eh bien, on va regarder l'espace sur lequel nous allons travailler. Tout à fait au centre de notre carte, nous avons évidemment, comme ce ne sont pas des États très grands, nous les voyons moins distinctement, le Vietnam, le Cambodge et le Laos, au cœur de cet ensemble qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus l'Indo-Pacifique. Et tout à l'heure, on regardera d'un peu plus près ce que signifie et ce que représente ce concept. Sur cette carte, donc, nous voyons que les pays limitrophes eh bien, représentent des acteurs très importants de la vie politique internationale. C'est le cas, bien sûr, de la Chine, hein, premier chef. Plus au nord, nous voyons que la Russie a également une façade asiatique. Et puis, nous voyons un certain nombre d'autres puissances, des puissances économiques de premier ordre, comme le Japon, des puissances montantes comme l'Inde aujourd'hui, et puis plus au sud, des espaces peu peuplés, mais néanmoins qui représentent une réalité de puissance économique comme l'Australie. Voilà un petit peu le cadre géographique. Ce cadre géographique, on peut le regarder à travers cette carte, à travers sa dimension maritime, avec sur la droite de la carte, eh bien, l'océan Pacifique immense, hein, et sur l'autre côté de la carte, l'océan Indien. Voilà un peu cet espace Indo-Pacifique qui nous permet de comprendre un petit peu les réalités spatiales qui vont concerner notre propos et de voir que nos trois pays de la péninsule sont au cœur de ces réalités spatiales. Un oubli dans les tensions qu'il y a aujourd'hui entre grandes puissances. La principale concerne la Chine par rapport aux États-Unis et on ne les voit pas apparaître. Pas tout à fait. Vous voyez un certain nombre d'archipels, les îles Marshall, par exemple, au milieu du Pacifique, et on devrait voir s'il n'y avait pas ma trombine qui faisait un peu écran, l'un des États américains, c'est-à-dire les îles Hawaï à Honolulu. Alors, pour bien comprendre tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, il faut bien saisir que nous sommes dans un monde global, que nous soyons à Tarbes ou que nous soyons sur un autre point de la planète et que la péninsule indo-chinoise, eh bien, c'est pas un espace isolé, ce qu'on appelle en géographie un isolat, et que ces trois pays vivent au rythme des relations internationales, quels que soient leurs aspects dans les relations économiques, dans les relations culturelles, dans les relations politiques, dans les relations militaires. Et nous avons vu, quand on a regardé les trois pays, de voir que quand on parle, on l'avait fait notamment à propos du Vietnam, de positions très ouvertes à la mondialisation, elles concernent principalement le domaine économique et financier. Mais attention, quand on évoque ce domaine-là, ça ne signifie pas que l'ouverture s'est faite, tout au moins dans le sens où on l'entend en Europe occidentale, dans des types de relations politiques plus convergentes. Les trois pays sont des pays communistes, ils le restent, ils le demeurent avec leur absence de liberté, même si effectivement ils sont ouverts aux réalités du monde contemporain, au monde dans les termes économiques et financiers. Le point dans ce monde global,
plus peut-être que le conflit Russie-Ukraine, dont on parle beaucoup à juste titre, avec l'agression russe en Ukraine. La grande réalité d'aujourd'hui, c'est la rivalité des États-Unis avec la Chine. Il s'agit bien évidemment des deux plus grandes puissances, mais avec une particularité. Une particularité, c'est que ce sont des pays rivaux, ce sont des pays qui incontestablement connaissent des tensions diplomatiques, voire militaires fortes, et en même temps, qui sont extrêmement liés économiquement. Le consommateur américain, quand il va faire ses courses, eh bien, sur les rayons du magasin où il se rend, dans certains domaines, la moitié des produits viennent de Chine, même s'il y a des petites tendances à davantage, peut-être, de fermeture depuis quelques mois, voire quelques années. Alors, ce contexte global, et notamment de la rivalité des États-Unis avec la Chine, est-ce que ça interfère avec la vie de la péninsule? Voilà un premier aspect de notre problématique. Et par rapport à cette rivalité très prégnante, la question qui peut venir, c'est de se dire, mais pour des pays comme nos trois pays de la péninsule, est-ce qu'un positionnement distancié est possible? Est-ce qu'on peut se mettre à l'écart de ce qui traverse la vie du monde? Et c'est là où on va voir, dès avec cette carte qu'on a sous les yeux, elle rejoint celle que vous avez déjà vue précédemment, eh bien, de comprendre que les pays de la péninsule, et en particulier ceux qui ont des façades maritimes, comme le Vietnam et le Cambodge, mais en premier chef le Vietnam, eh bien, sont tout près de la vie du monde, tout près, c'est-à-dire ils sont à quelques encablures, si on pourrait dire, de ces échanges maritimes internationaux, de ce commerce mondial qui passe pour une bonne part à travers, eh bien, ce que l'on appelle tantôt la mer de Chine méridionale si on est chinois ou la mer de l'Est si on est vietnamien, et que c'est à travers cet espace que transite une très grande partie eh bien, des navires de commerce qui viennent du Japon, qui viennent de Corée, qui viennent de Chine et de bien d'autres espaces, et qui, pour rejoindre l'océan Indien, doivent franchir un rétrécissement très notable qui est le détroit de Malacca. La carte vous montre aussi d'autres flux qui sont loin d'être insignifiants. Bien sûr, les flux vers l'Amérique du Nord, avec, vous voyez, un flux beaucoup plus important de l'Asie vers l'Amérique du Nord que l'inverse. Il s'agit de biens. En termes de services, ce ne serait pas la même chose. Et puis également vers d'autres puissances comme l'Australie et l'Inde. Nos trois pays, ce sont incontestablement ces derniers temps des économies en croissance et qui sont, toutes les trois, insérées dans un espace qui est lui-même en croissance. Alors, attention, une fois qu'on a dit ça et qu'on a parlé de l'ouverture de nos économies de la péninsule, eh bien, dans un monde interdépendant, ça veut dire que les trois pays vont vivre des difficultés. Ils ne sont pas à l'écart des difficultés que traversent la plupart des économies du monde. Alors, on peut en citer quelques-unes. Eh bien, la hausse du prix des hydrocarbures, qui a été manifeste depuis même avant le début du conflit ukrainien, la hausse des matières premières qui va avec, c'est antérieur, mais voilà un aspect qui domine la vie du monde entier. Donc ces trois pays la connaissent comme ils connaissent le renchérissement, eux qui sont des exportateurs assez notables comme le Vietnam, du prix du fret maritime. Alors, à propos du fret maritime, depuis quelques semaines, il a eu tendance à revenir à des prix qui sont un peu moins spéculatifs qu'il y a quelques mois, mais bon, néanmoins, voilà encore une réalité dont ils ne peuvent pas s'affranchir. Ils vivent aussi avec les incertitudes qui pèsent sur les économies. Les incertitudes sur l'économie chinoise, on a eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, mais aussi les incertitudes, même si ce ne sont pas leurs premiers partenaires commerciaux, sur les économies de l'Union européenne, par exemple. Alors voilà, ce sont des espaces en croissance, aucun doute, mais
qui connaissent et qui traversent des difficultés. Alors vous allez me dire, est-ce qu'elles sont conjoncturelles? C'est pour quelques mois? Là, les économistes ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors, elles peuvent avoir parfois un aspect conjoncturel, mais ça ne gomme pas, bon, ben, qu'elles peuvent être aussi assez structurelles. Néanmoins, qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, on est bien dans un espace en croissance, un peu ralenti ces derniers mois, mais un espace en croissance. Alors, au plan géopolitique, ben, on va d'abord s'intéresser à ce qui est proche. Le tout proche, ben, c'est les trois États eux-mêmes. Et qu'est-ce que l'on peut pointer? C'est qu'après des périodes qui n'avaient pas été toujours faciles, notamment après les temps de présence vietnamienne au Cambodge, par exemple, on vit dans un meilleur contexte politique. Un meilleur contexte politique, je crois que ça a été illustré de manière très significative par la rencontre des premiers ministres vietnamiens et cambodgiens le 23 juin dernier. Donc c'est tout proche, il y a même pas 6 mois. Et donc, ça témoigne d'une amélioration des relations. Alors ça, c'est la dimension politique, mais la dimension politique, elle est accompagnée d'une dimension économique avec une croissance des échanges bilatéraux, Vietnam-Laos, Vietnam-Cambodge, pour prendre quelques-uns d'entre eux. J'ai trouvé un chiffre de tout récent, il y a 2 ou 3 jours, sur une publication économique. Le commerce entre Laos et le Vietnam, alors il faut dire qu'il n'était pas énorme jusque-là, mais il a augmenté de 27% sur les 8 premiers mois de 2022. Donc, vous voyez que c'est une relation de proximité qui est intéressante à pointer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout d'un coup, alors que les relations n'étaient pas toujours si faciles que ça, il y a cette évolution-là? Il y a des raisons tout à fait pratiques. Euh, Il y a un transport de proximité. Ces trois pays sont limitrophes et donc les coûts de transport sont pas trop onéreux dans la mesure où bien, on peut effectivement à peu de distance échanger. Mais ça, ce serait une vision un peu restrictive. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi le souci de diversifier des destinations, et c'est particulièrement vrai pour le Laos et le Cambodge. Pourquoi? Parce que ces deux pays, on avait eu l'occasion de le dire dans les fois précédentes, ils sont quand même terriblement dépendants de la Chine. Et pour eux, tisser de meilleures relations économiques avec le Vietnam, eh bien c'est d'une utilité évidente, à la fois parce qu'ils sont un peu moins pieds et poings liés, mais aussi pour signifier à leur grand frère chinois qu'il y a aussi d'autres types de relations qui peuvent se nouer. Et puis, un troisième aspect, qui n'est pas le moindre, c'est qu'il y a des complémentarités qui sont profitables. Alors, qu'est-ce que j'appelle complémentarité? C'est vrai que le Laos et le Cambodge sont plus sur l'exportation vers le Vietnam de produits assez basiques, ou de matières premières, ou d'électricité, par exemple, alors que le Vietnam envoie vers ses deux voisins des produits un petit peu plus élaborés, machines, véhicules, équipements industriels, etc. Alors, on ne comprendrait pas les réalités géopolitiques au plan économique si on ne mettait pas en évidence que les trois pays de la péninsule sont au cœur d'un ensemble plus vaste qu'on appelle l'ASEAN. L'ASEAN, qui est incontestablement, ces dernières années, le poumon économique du sud-est asiatique, un espace réellement en croissance. C'est un ensemble, on le reverra sur la carte, de 10 pays. Bon, il y en a un qui est mis un peu à l'index ou à la marge. Vous retiendrez le terme qui vous convient, c'est la Birmanie, en raison de la présence de cette dictature militaire qui, évidemment, ne convient pas aux 9 autres partenaires. Peut-être on pourrait faire un petit, parce qu'on l'a cité souvent, l'ASEAN, mais sans présenter véritablement ce qu'est cette institution. L'ASEAN, c'est ancien, ça a plus de 50 ans d'âge, ça a été créé en 1967, et en 67, on était dans un tout autre contexte. C'était le contexte de la guerre froide, de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS. C'était les prémices de la révolution culturelle en Chine. C'était la guerre du Vietnam. Et à cette date-là, l'ASEAN a été créée par des pays d'Asie du Sud-Est
pro-occidentaux. Mais la particularité, c'est qu'ils ont été rejoints plus tard, dans les années 90, par nos trois pays communistes. Autrement dit, qui, quelle que soit la différence des régimes politiques, ont trouvé opportun de rejoindre une association qui ne faisait pas obstacle d'ailleurs à leur venue. Donc, vous voyez donc une histoire déjà assez longue. Cette Asie du Sud-Est à travers l'ASEAN, c'est également une population nombreuse. 660 millions d'habitants, bon, c'est pratiquement la moitié de la population chinoise. Oui, c'est même la moitié. Et à la différence de son grand voisin du Nord, c'est une population plus jeune, avec une population, ça varie selon les pays, mais souvent assez bien formée. C'est un ensemble de 10 pays et qui s'entendent, puisque après tout ça s'inscrit dans la durée, cette ASEAN, avec pourtant une ère culturelle extrêmement diverse. Alors qu'on parle d'ère culturelle, on ne va pas parler de critères de type politique, on va parler de critères liés au type de spécificité propre à chacun des pays en termes de civilisation, de critères tels par exemple, qu'on va choisir ici celui de la religion, vous avez des pays qui sont au sein de l'ASEAN, des pays musulmans. Le plus grand étant l'Indonésie, c'est le pays musulman le plus peuplé du monde, avec pas loin de 250 millions d'habitants aujourd'hui. Vous en avez d'autres, comme la Malaisie ou l'État de Brunei. Bon. Mais vous avez également des pays qui sont tout à fait bouddhistes. C'est le cas du Cambodge, c'est le cas du Laos, pour partie du Vietnam. Et puis vous avez plutôt des pays avec déjà une tradition chrétienne assez longue, c'est le cas des Philippines, colonisées par les Espagnols il y a déjà bien longtemps. Donc vous voyez une ère culturelle qui n'est pas du tout homogène, hein, très diverse, et qui néanmoins arrive à fonctionner depuis bien des années. Alors on les retrouve, nos 10 pays. Bon, cette carte, vous commencez à la connaître. Alors les 10 pays, vous les voyez exposés avec, c'est pas une exclusion, mais depuis plus d'un an maintenant, le Myanmar n'est pas forcément invité aux réunions des ministres de l'ASEAN. Bon, il y a un processus pour essayer de faire revenir le Myanmar dans un minimum de respect du droit et de ce qui est propre à cet ensemble. Pour l'instant, la junte militaire n'entend rien savoir. Par contre, vous pourriez avoir un nouvel État qui serait membre, qui est le Timor oriental, qui est une ancienne colonie portugaise, une petite capitale qui s'appelle Dili, et qui est un État qui serait plutôt, lui, avec comme repère par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, chrétien. Alors l'ASEAN, c'est une institution de caractère politique, on peut dire, mais qui a en son sein créé il y a déjà plusieurs années une association, AEC, c'est l'ASEAN Economic. Tiens, tout d'un coup, j'ai un doute sur ce qu'est le C, peu importe. Enfin, c'est la dimension économique de l'ASEAN. Et ce qui caractérise cet ensemble, c'est d'être une économie ouverte, ouverte sur le monde. Et c'est d'autant plus significatif que cet ensemble économique, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est le cinquième ensemble économique mondial. Avant lui, qu'est-ce qu'il y a? Les États-Unis, bien sûr, en tête, puis la Chine, on trouverait après en troisième le Japon, et en quatrième, je sais plus si c'est l'Allemagne ou l'Inde, selon qu'on prend en termes de parité de pouvoir d'achat ou en PIB brut. Alors, ce sont ces 10 pays de l'ASEAN des économies hétérogènes, et malgré leur hétérogénéité et leur niveau de développement inégal, il n'y a aucun doute, qui partagent ensemble un potentiel et un dynamisme économique commun. Peut-être ça d'ailleurs l'intérêt de cette ASEAN, dont je vous le rappelle, nos trois pays d'Indochine font partie depuis bientôt 30 ans. Ce sont, puisqu'on parle d'économie ouverte, donc ce sont des économies extraverties, très tournées vers l'exportation, et ce sont des économies qui attirent les investissements directs extérieurs. Qu'est-ce que l'on peut retenir encore dans cette fiche succincte de présentation? C'est que l'ASEAN dispose
d'une place financière de premier ordre à l'échelle de la planète, qui est Singapour. Bon, à l'échelle de l'Asie, on a trois grandes places qui sont Tokyo d'une part, hein, la capitale du Japon, Singapour et Hong Kong. Mais Singapour est plutôt, on va dire, en train de conquérir une place de plus en plus importante, alors que Hong Kong, depuis que la cité-État est redevenue chinoise et subit eh bien, la répression de Pékin, est plutôt sur le déclin. Bon, c'est pas la place de New York, mais Singapour, c'est fondamental dans la vie financière du monde. On a quoi encore qui explique, eh bien, que l'ASEAN, ça fonctionne plutôt pas mal au plan économique, c'est qu'on a un environnement sûr et assez propice aux affaires. Bon, alors, si on fait le tableau de tous les pays de l'ASEAN dans ce qu'on appelle Transparency International, qui est l'organisme qui classe les pays par ordre de corruption, ils ne sont pas tous dans les 20 premiers, c'est clair. Mais néanmoins, il y a un environnement juridique qui est plus sûr et donc c'est plutôt favorable aux affaires. On a une population, tout à l'heure j'ai dit, qui était plutôt jeune, et c'est une population qui est connectée, hein. Les chiffres d'équipement n'ont pas tellement à rougir de la comparaison avec d'autres pôles de développement comme notre pôle d'Europe occidentale. Et il y a enfin des marchés domestiques qui sont en plein développement, tout simplement parce qu'il y a une classe moyenne qui est plus riche qu'elle n'était naguère. Donc voilà, je le répète encore une fois, hein, mais nos trois pays de la péninsule indochinoise, ils profitent, il n'y a aucun doute, de leur insertion dans cet ensemble qu'est l'ASEAN. Ils y sont d'ailleurs des membres actifs, surtout pour le Vietnam. Alors, faut pas non plus mettre trop cette institution sur un piédestal, hein. Il y a des limites. Il y a des limites dans cette avancée géopolitique. Bon, c'est que l'ASEAN fonctionne par consensus avec une présidence tournante. Présidence tournante, bon, nous on est habitués en Europe à ça. Bon, alors le fonctionnement par consensus, c'est un peu difficile parce qu'il faut arriver à trouver le plus petit dénominateur commun parce que les pays ne sont pas toujours tout à fait d'accord sur tout et il faut donc avoir ce consensus pour aboutir par unanimité à une décision. L'environnement économique est-il aussi porteur actuellement? Alors en ce qui concerne les flux avec l'Amérique du Nord, il reste un bon niveau, il n'y a pas de doute, avec le Japon et la Corée encore. Il y a quand même ces interrogations sur la situation en Chine, dont on a déjà parlé, et peut-être un ralentissement de la croissance des échanges. Bon, la crise, si crise complète il y a, mais enfin, on en vit quand même des formes, hein. Bon, nos journaux nous en rebattent les oreilles. Eh bien, il y a effectivement probablement ce qui va en premier lorsqu'il y a un ralentissement de la vie économique du globe, eh bien, c'est les échanges, le commerce mondial qui en est le premier indicateur du ralentissement. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que l'ASEAN, essentiellement une zone de libre-échange, de partage d'un certain nombre de choix en termes d'idées, bon, d'équipements, mais pas énormément. Pourquoi? Parce qu'à la différence de notre Union européenne, ce n'est pas un espace qui a mis en œuvre des politiques publiques communes. Il n'y a pas de monnaie commune et il n'y a pas encore à ce jour de stratégie économique ou de stratégie politique ou militaire bien avancée. Alors continuons notre parcours est un peu comme des poupées russes emboîtées. Donc on a vu nos trois pays de la péninsule qui accroissent leur relation entre eux. Nous avons vu l'ASEAN dans sa dimension économique. Et puis, cette même ASEAN, elle fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle le partenariat régional économique global. Alors, RCPE, vous avez le terme en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 15 pays, les 10 de l'ASEAN, donc ceux-là on les connaît bien maintenant, plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui sont des pays très développés, de même qu'au plus au sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, on a la combinaison de pays très développés, de pays moins développés, et puis de cette présence chinoise qui occupe une assez large place au sein de ce partenariat. Est-ce que tout est nouveau?
Pas vraiment. En fait, le partenariat régional économique global, il a repris assez largement des accords de libre-échange qui existaient préalablement, mais qui étaient de pays à pays. Là, il les regroupe. Et donc, cet accord global, il est assez intéressant. Il a été signé il y a juste 2 ans, novembre 2020, pour une mise en œuvre progressive à partir de cette année. Ce qui veut dire au passage que c'est un peu tôt actuellement pour apprécier les effets de ce partenariat. Alors pointons les domaines sur lesquels porte l'accord. C'est la réduction des droits de douane sur les marchandises. Alors, de manière assez pragmatique, on a prévu une réduction progressive. C'est pas tout de suite, hein, c'est échelonné sur pas mal d'années. Ça varie selon les types de produits. Pour certains, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Intéressant est la question intéressante, la question de la simplification des normes. Tout simplement parce que les pays n'ont pas tous les mêmes normes, et ce qui nuit au commerce régional, en l'occurrence. La réglementation nippone ou la réglementation chinoise présente parfois un certain nombre de spécificités qui fait que même avec des droits de douane réduits, c'est pas pour autant que vous pourrez accéder à des marchés comme cela, tout simplement parce que les normes sanitaires sont pas les mêmes, des choses comme ça. Bon, l'accord prévoit des facilités d'investissement et alors là, ce qui est une bonne chose, parce que c'est souvent un point qui achoppe dans les négociations, c'est des garanties sur les droits de propriété intellectuelle. Alors, il y a 60 ans, c'était un petit reproche qu'on faisait au Japon, ou plus, en disant qu'il empruntait parfois des techniques venues de l'Occident. Mais depuis 30 ou 40 ans, évidemment, le pays qui est visé par ce non-respect des droits de la propriété intellectuelle, c'est la Chine, bien sûr. Alors, le schéma que vous voyez sous les yeux, ne regardez qu'à droite pour voir que les 15 pays de ce partenariat, vous les voyez depuis la Chine jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est 30% du PIB mondial. C'est pas rien. Les chiffres qui sont sur la gauche, oubliez-les parce qu'ils sont pas exacts. Alors, notre partenariat, c'est une zone de libre-échange, hein, voilà. Donc, pour le commerce des biens et des produits, ça peut être une avancée. Pour les services, plus lentement probablement. Mais il y a des questions un petit peu au-delà de cet accord de 2020. C'est qu'il y a des grands absents. L'Inde, qui était partie prenante aux négociations, finalement a refusé de participer à cet accord, trouvant que les Chinois n'allaient pas jouer le jeu. Et également les USA et le Canada. Bon, alors c'était une négociation à la période Trump, c'était pas très facile à mener avec les États-Unis. Bon, mais voilà. Donc dans cet ensemble, c'est pas tout le Pacifique en quelque sorte ou l'Indo-Pacifique qui est concerné. Bon, ça je l'ai déjà dit, finalement c'est un cadre qui réunit des accords déjà existants, n'y revenons pas. Mais les études qui ont été faites par un certain nombre de cabinets, de chercheurs et de ministères, c'est que les avantages ne seront pas du tout égaux entre les membres de ce partenariat. Et sur le temps court ou moyen, c'est quand même les pays développés qui vont tirer le meilleur parti de ces accords de libre-échange. Le Japon en tête, bien sûr, également la Chine, la Corée du Sud, voire à une moindre mesure l'Australie. Pour les autres, c'est pas du tout évident. Bon, ils sont affectés par des problèmes de dette comme le Cambodge, le Laos, par des rivalités avec les Belt and Road Initiative chinoises, etc. Et c'est pas avant pas mal d'années que finalement ils pourraient tirer un profit très réel de cet accord de partenariat. Bon, alors ceci étant, hein, c'est entre ces 15 pays, les échanges sont considérables. 2300 milliards de dollars, c'est énorme. C'est le chiffre avant la pandémie. Mais bon, depuis 2021, les chiffres se sont redressés après une grosse baisse en 2020 et ils devraient probablement s'accroître encore, sauf crise économique majeure. Le mais, c'est qu'il n'y a pas de stratégie commune, tout simplement parce que dans cet ensemble, vous le devinez assez facilement, il n'y a pas de convergence politique.
Qu'est-ce que peuvent être les convergences politiques entre la Chine d'un côté, le Japon de l'autre ou l'Australie? Il n'y a rien de commun au plan politique. Alors, on a regardé jusque-là, et ça nous a pris déjà un bon moment de regarder les questions géopolitiques dans leur dimension surtout économique, échange, investissement. Alors, on va rentrer dans des choses très dans le lourd, presque si je pouvais utiliser ce terme un peu familier. C'est que l'Asie-Pacifique, elle est un espace d'enjeux et d'insécurité globale. Il n'y a aucun doute. Et on va se poser une première question en se disant, mais dans le contexte que vous connaissez et de rivalité majeure entre la Chine et les États-Unis, est-ce qu'il est pertinent de parler de nouvelle guerre froide? Oui, peut-être, mais les contextes ne sont pas les mêmes. En 1947, les deux doctrines qui fondent la guerre froide, la doctrine Jdanov pour les soviétiques, Truman pour les Américains, c'était vraiment sur des différences idéologiques majeures et sur finalement quelque chose qui allait être deux mondes qui s'affrontent, mais des mondes séparés, séparés au point d'un rideau de fer, hein. Bon. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Le premier partenaire économique de la Chine, c'est les États-Unis et vice-versa. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation un peu paradoxale à certains égards. Alors, néanmoins, des problèmes d'insécurité et des enjeux forts, il y en a un certain nombre dans la zone. Et on va les lister pour voir où ils se situent et quelle est leur nature. Il y a la question de la mer de Chine méridionale. Bon, on avait fait un cours entier l'an dernier sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est loin d'être clos. Alors, mer de Chine méridionale ou mer orientale pour les Vietnamiens, c'est l'espace maritime où il est fondamental d'observer des réalités conflictuelles autour des flux maritimes, autour de la possession des ressources, et notamment les ressources en hydrocarbures, hein, et l'installation d'espaces à des fins militaires, comme les Chinois en ont créé sur certains îlots, comme les Paracels, les Spratleys. N'allons pas croire que les tensions ne se situent qu'en mer de Chine méridionale. Il y a également des tensions en mer du Japon. Alors là aussi, il s'agit de quelques îlots. Quand on regarde une carte, ça peut sembler anecdotique, mais où la souveraineté des deux États, la Chine et le Japon, eh bien, entrent en conflit. Les deux États prétendant, avec des arguments qui peuvent paraître avec une certaine légitimité, comme leur appartenant. Bon, comme la mer du Japon, c'est également aujourd'hui un espace qui est affecté par eh bien, des difficultés majeures. Quand on pense aux endroits où tombent les missiles nord-coréens, par exemple, bon, on sent bien que ce serait un sujet à enjeu assez fort. Tant qu'on est dans la dimension géographique, on peut voir aussi les relations avec Taïwan, qui sont des relations complexes, parce que la Chine entend récupérer ce qu'elle appelle une province rebelle, et ce que les Taïwanais n'entendent pas forcément de cette oreille. C'est le quid autour de la Corée du Nord, bon, un État compliqué, difficile à cerner, maniant les envois de missiles de manière quelque peu inconsidérée. Bon, c'est un État. Alors, est-ce qu'on peut parler d'État voyou, d'État... Bon, mais en tous les cas, il y a une imprévisibilité autour du régime de Kim Jong-un qui est vraiment un sujet qui peut poser bien des questions dans la vie du monde. Et toutes ces tensions, bah, parfois on en a des aperçus dans les votes à l'ONU. Dans les votes à l'ONU, alors, il y en a eu plusieurs qui ont concerné, non pas forcément directement là, les sujets qu'on vient d'aborder, hein, même s'il y a une résolution du Conseil de sécurité pour le démantèlement des bombes atomiques dans toute la péninsule coréenne, mais ça c'est déjà un peu ancien. Mais je veux parler de clivage pour des sujets plus récents comme la guerre en Ukraine. Et là où on a vu que les pays d'Asie, eh bien, il n'y a pas une unanimité de position.
Il y a des désaccords assez manifestes. Ça va de la position extrême, c'est-à-dire qui soutient la Russie dans son agression contre l'Ukraine, à part la Bélarus ou la Syrie, bah, il y a la Corée du Nord, oui. Et puis il y a même eu pour un des deux votes la Birmanie de la junte militaire au pouvoir. Et puis, il y a eu une très grande majorité, non pas une majorité, un certain nombre de pays qui se sont abstenus, considérant que, bon, ben, que c'était pas un point sur lequel ils pouvaient se positionner trop directement, que c'était loin, etc. Et puis, émettant des discours de bonne parole, il faudrait que la guerre cesse, etc. Bon. Et puis, il y a des pays qui ont soutenu très ouvertement le camp des démocraties. Bon, c'est le cas d'un certain nombre de pays de l'ASEAN. Alors voilà, donc on est dans un espace d'enjeu, un espace d'insécurité globale, et pour nos trois pays de la péninsule, ben, il va falloir se situer par rapport à toutes ces tensions, et notamment par rapport au conflit majeur entre la Chine et les États-Unis. Alors, on va les repasser certains avec une carte. Ici, vous voyez ce qui est appelé mer de Chine méridionale, qui ne ferait pas plaisir comme la labellisation aux Vietnamiens. Et vous voyez que ben, c'est un espace à enjeu. Le premier, c'est que tout à fait au centre de la carte, vous voyez qu'on a une zone de mer internationale, c'est-à-dire où le trafic répond aux normes du droit international maritime, c'est-à-dire la libre circulation. Ce que la Chine n'entend pas de cette oreille, dans la mesure où elle considère que toute cette mer lui appartient. Mais ça se complique avec d'autres sujets. Vous avez des forages pétroliers dans le sud de la mer de Chine, qui sont exploités pour certains par le Vietnam, Blue Dragon, White Tiger, Big Bear, bon, mais sur laquelle les Chinois entendent bien mettre la main ou tout au moins s'approprier une partie de cette ressource. Il y a des problèmes halieutiques, et puis vous voyez qu'il y a des îlots sur lesquels les Chinois ont construit des bases très importantes, des polders, comme aux îles Spratly, aux îles Paracel. Alors, cette militarisation de la mer n'est effectivement pas un bon signe, surtout dans une zone qui n'appartient pas, en termes de droit maritime international, à la Chine. Alors, ça donne lieu à des incidents, parfois assez graves. Bon, l'affaire de l'Impeccable en large de la péninsule de Hainan sur le récif des Michelif avec le pays des Philippines qui depuis a trouvé un modus vivendi. Bon, alors tout ça avec un trafic intense et des présences militaires conséquentes, puisqu'il y a à la fois une partie de la 7e flotte qui se promène dans la zone et qu'il y a beaucoup de bases militaires chinoises. Une des principales se trouve, là, vous voyez, écrit base de sous-marins. Pourquoi c'est noté? Parce que au large de Hainan, les eaux peuvent être assez profondes et les sous-marins peuvent donc gagner le large et atteindre des profondeurs où ils sont hors de l'observation des navires de surface. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le détroit de Taïwan, tout à fait au nord, où la faiblesse de la profondeur de la mer rendrait ces mêmes navires très vulnérables parce que les navires de surface peuvent les repérer beaucoup plus facilement. Une autre carte. Ah, on voit donc au centre ben, un lieu de tension qui est Taïwan. Bon, d'accord, on le connaît un petit peu, on y reviendra tout à l'heure. Mais on voit au fond comment se met en place un scénario un peu conflictuel avec d'une part au centre de la carte la Chine, hein, et puis vous voyez les quatre pays de ce qu'on appelle le Quad. On va y voir dans un instant de quoi il s'agit, qui associe Japon, États-Unis, Australie, Inde. Pour l'instant, le Quad, donc le dialogue quadrilatéral, donc avec quatre pays, mais qui pourrait s'élargir dans les années qui viennent. Voilà un petit peu la situation. Donc vous voyez, on n'est pas comme dans la guerre froide avec un mur ou bon, avec une séparation type rideau de fer. En plus, là, ce serait plutôt un rideau de mer, mais bon, on voit bien que se met en place des stratégies qui sont des stratégies de rivalité.
Alors pour nos trois pays, parce qu'on ne les perd pas de vue en chemin, eh bien la question c'est celle de pouvoir maintenir ou pas une indépendance stratégique ou bien d'être dans des situations de dépendance. De dépendance. Alors c'est bien ça la problématique dans ce contexte de relations tendues, on va dire, c'est de voir si pour Laos, Cambodge, Vietnam, bien, il y a place pour une politique étrangère, une approche pour le Vietnam, vous vous souvenez, c'est le titre qu'on avait adopté, une stratégie d'équilibre, c'était le point important, plutôt que de mener une politique de suivisme. Le terme anglais, on appelle ça une politique de bandwagoning, c'est-à-dire d'être à la remorque en clair, envers l'une ou l'autre grande puissance. Bon, vous sentez, à travers ce qu'on a dit précédemment, que le Cambodge et le Laos seraient plutôt à la remorque de la Chine, hein, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, ce qui n'est pas le cas du Vietnam. Mais bon, dans cette réalité géopolitique, est-ce qu'ils ne risquent pas, ces pays, d'être quelque peu victimes de la concurrence entre grandes puissances et embarqués dans des affaires qu'ils considèrent comme n'étant pas très directement les leurs? Alors, il y a un auteur américain qui a pas mal conceptualisé quelque chose qui remonte à des conflits entre cités grecques qu'on appelle le piège de Thucydide. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est un concept selon lequel, comme c'est marqué, une puissance montante, alors qu'il n'est plus une cité grecque, mais une puissance montante qu'est la Chine, menace ou menacerait de déloger la puissance établie que sont les États-Unis. Alors, pour ce qui va suivre, reportez-vous aussi à tout ce que Emmanuel Lerco a pu vous raconter sur la Chine après le 20e congrès. C'était passionnant, c'est tout ce qu'il nous a dit. Et de rappeler des choses, bon, un peu basiques mais essentielles. La Chine, c'est l'empire du milieu. Et elle mène, et c'est pas nouveau dans son histoire, une politique de puissance, une politique d'affirmation de puissance pour exercer bon, son influence, son leadership sur toute l'Asie-Pacifique. Ça, c'est ce qu'elle entend et elle pense qu'elle a une légitimité pour cela, hein, à la fois pour des raisons qu'elle considère comme historiques, comme de l'importance de sa population, de son économie, de la puissance, etc. Et pointant au passage que la présence américaine est illégitime en Asie. Ce qui, au passage, est assez curieux parce que dans la zone Pacifique, bah, les États-Unis sont présents depuis bien longtemps et même l'un des États américains est un État totalement pacifique. Elle vit en outre, la Chine, avec une quasi-obsession. Bon, on pourrait faire quelques rapprochements avec la Russie. À certains moments, on se demande s'il n'y a pas un peu de paranoïa. Une obsession sécuritaire. C'est-à-dire que la Chine se sent enfermée ou confinée dans son espace continental. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'a pas un accès, considère-t-elle, plein et entier aux espaces maritimes, qu'il s'agisse des espaces maritimes de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien. Bon, il y a ce tissu de pays au large qui viennent mettre en cause cette possibilité d'accéder au grand large, comme on pourrait dire, hein, que sont le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, et puis tous les pays vers Philippines et Singapour. Autrement dit, qu'il y a un écran, hein, de pays hostiles entre le continent chinois et le grand large. Il y a un autre point qui avait été évoqué par un discours déjà un petit peu ancien qu'on appelle le syndrome de Malacca. De quoi il s'agit? C'est l'ancien président Hu Jintao, vous savez, celui qui s'est fait embarquer manu militari ou presque, alors qu'il était assis à côté de Xi Jinping lors du 20e congrès. Bon, c'était son prédécesseur, Hu Jintao. Alors, qu'est-ce qu'il avait voulu nommer syndrome de Malacca? Ben, en train de dire la Chine qui a besoin d'ouverture vers les espaces maritimes, qui a besoin d'avoir bon, accès à l'ensemble des mers et notamment vers les mers qui conduisent vers l'Europe et vers le Golfe. Il ne faut pas oublier que la Chine est très déficitaire en termes de production pétrolière.
Eh bien, il y a un problème majeur pour nous, Chinois, c'est que notre possibilité de flux maritime pour assurer notre vie économique et notre sécurité, bah, c'est ce fameux détroit de Malacca par lequel doivent passer les bateaux et qui est contrôlé par Singapour et les États riverains, Malaisie et Indonésie. Donc, on va se dire, il faut trouver une solution, alors qui va être géographique en passant par d'autres lieux, le Pakistan par l'intérieur, mais surtout, on va avoir le souci permanent des Chinois de réécrire l'histoire pour affirmer que de vastes espaces maritimes sont totalement chinois, évidemment, et que ça peut poser des problèmes de conflit bien réels. Alors restons avec ce grand acteur dominant qui est avec les États-Unis, la Chine d'aujourd'hui. Quels sont les leviers de la puissance chinoise? Sur quoi elle table? Bon, sur sa croissance économique, il n'y a aucun doute. Ça table aussi sur le fait qu'il y a un certain nombre de pays qui lui doivent de l'argent, hein. C'est le cas des pays endettés et ce qu'on a appelé le piège de la dette et qui, avec des investissements parfois inconsidérés, se retrouvent un peu liés à la Chine. Pour Cambodge et Laos, qui sont des tout petits pays, vous allez dire, bon, c'est peut-être pas majeur. Quand on arrive à des États de la taille du Pakistan et avec l'accès direct à l'océan Indien et au Golfe, c'est d'une autre nature. Devier de la puissance, bon, il n'y a pas que la puissance économique, il y a des budgets militaires qui ont augmenté considérablement, notamment concernant la flotte chinoise. Tous les 4 ans, c'est l'équivalent de la flotte britannique qui sort des chantiers navals de Chine. Je crois que c'est le chiffre qu'Emmanuel Lerco avait donné. Et la Chine voudrait se doter, précisément pour être avec des espaces plus ouverts, d'une politique qu'on appelle la politique du collier de perles, c'est-à-dire d'avoir autour de la Chine des lieux où elle puisse avoir des positions géographiques, militaires, commerciales. On va le voir sur une carte tout à l'heure. La Chine, les leviers de sa puissance, c'est malheureux à dire, mais c'est quand même la carence américaine sous l'administration de Donald Trump qui était une vraie catastrophe. Et le fait que les pays asiatiques, même s'ils sentaient qu'à travers la croissance remarquable de l'économie chinoise, il y allait avoir un jour des problèmes, qui se sont réveillés qu'assez tard, et notamment avec, dans ces derniers mois, la guerre en Ukraine. C'est le Japon qui, bon, a décidé une augmentation énorme de son budget militaire, avec à terme un rapproché qui consacrait au moins 2% de son budget militaire, un peu comme l'Allemagne chez nous, en quelque sorte. Et puis, il y a le fait aussi que la Chine peut tabler sur des pays indécis qui tiennent à rester à distance. Alors, ceci étant, il y a des leviers de la puissance chinoise, et en même temps, il faut s'interroger. Euh, Bon, quand on regarde les relations qui ne sont pas toujours faciles entre pays occidentaux à travers des structures, OTAN ou autres, bon, il n'empêche que même si de temps en temps on se bagarre quelque peu entre pays d'Europe occidentale et États-Unis, notamment la France, depuis la guerre d'indépendance américaine au XVIIIe siècle, dans le tréfonds historique et culturel, c'est pour nous un pays ami, réciproquement. La Chine a-t-elle des pays amis? Ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Toujours avec cette idée d'ériger un territoire qui soit celui de l'affirmation de la puissance. Alors j'aime bien cette caricature de Chapat, tout ce qu'il fait. Bon, on connaissait la Grande Muraille de Chine, 8000 kilomètres pour se protéger des voisins turbulents du Nord, mongols principalement. Et là, ce qu'on voit, c'est que la Chine entend affirmer que ces territoires chinois, y compris dans des eaux internationales. Alors voilà une carte qui nous montre un peu des zones d'influence assez diverses. Donc si on regarde, si on en parlait à l'instant du côté de la Chine, vous voyez donc si on tire un trait depuis le Japon, Corée du Sud, Taïwan, Philippines, Indonésie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui limite l'accès aux espaces maritimes.
Alors, pour ce faire, eh bien, il y a la recherche de lieux où la marine chinoise puisse avoir des lieux d'accueil. Alors, les Paracels et Spratly en pleine mer de Chine méridionale. On en voit dans d'autres pays comme la Birmanie, le port de Sittwe, Chittagong au Bangladesh ou le port de Gwadar au Pakistan, ou certains ports comme Hambantota au Sri Lanka qui est devenu une propriété chinoise. Bon, l'espace conflictuel, ben, parce que vous avez d'autres puissances, l'Inde, la septième flotte américaine au large, qui n'entendent pas forcément de voir cet empire chinois progresser spatialement dans de telles dimensions. Alors, il y a des champs qu'on ne va pas aborder ici. Le premier champ, c'est bon, l'attitude de certaines grandes puissances, Chine vis-à-vis de Taïwan ou Russie vis-à-vis de l'Ukraine, pour recouvrer, ou plutôt, moi je dirais, pour annexer des territoires qu'elles considèrent comme leurs, y compris en réécrivant l'histoire et en arguant de leur nécessaire sécurité. Bon, on retrouve un peu le syndrome que dit Poutine, l'OTAN m'encercle du côté des Chinois en disant la Chine est confinée avec des puissances hostiles qui l'entourent. On ne parlera pas non plus ici des suites de ce qu'au XIXe siècle on a appelé enfin des suites des traités qui ont eu cours au XIXe siècle et que les Chinois depuis 1949 appellent les traités scélérats. Alors c'était le traité pour Hong Kong, pour un certain nombre de lieux, type ben, Formose par exemple. On ne parlera pas du fait que dans ces traités-là, la Russie s'est approprié un territoire qui fait pas loin de 4 fois la taille de la France au nord de la Mandchourie. Mais bon, dans un contexte où aujourd'hui, Chine et Russie ont un partenariat assez proche, mais ce qui n'a pas toujours été le cas, comme nous l'avons vu il y a déjà quelques cours. Alors ces points relèvent de la présentation que je vais faire en mars prochain, le 16 mars, dans le cadre de l'atelier qu'on appelle l'atelier Ukraine, et où je ferai une petite intervention sur la guerre en Ukraine et l'Asie-Pacifique. Donc, ce qui concerne énumérer ici notamment la question centrale de Taïwan, nous ne l'aborderons pas pour l'instant. Alors, on va parler maintenant un peu du Quad. C'est à la mode pour se promener dans les sentiers de montagne, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Le Quad, nous l'avons vu sur une carte, et souvent on utilise ce terme, on utilise un autre terme qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Il faudra essayer de s'y reconnaître dans toutes ces dénominations qui sont à la mode actuellement. Le Quad, parfois pour désigner comme quelque chose d'un peu hostile, bande des quatre, point de vue chinois bien sûr, est parfois présenté comme le pilier de la stratégie indo-pacifique américaine. Plus compliqué que ça et c'est plus ancien que ça surtout. Alors le Quad, c'est un dialogue, hein, donc ne cherchez pas un traité où vous auriez plein d'articles, qui est né dans les années 2005, 2006, 2007, avec un cadre pas ou peu formalisé pour des sujets intéressants des puissances qui ne partagent pas toutes les mêmes options. États-Unis, Japon, Australie sont assez proches, l'Inde pas forcément. Donc il s'agit de trouver à travers le Quad des réponses concertées pour des questions d'intérêt commun et qui touchent l'espace Indo-Pacifique. Des questions humanitaires, des questions de santé publique, des questions de projets de développement, des questions d'équipement, des équipements touchant à la sécurité des transports, etc. Alors, pendant pas loin de 15 ans, ben, le Quad, personne n'en parlait, personne ne connaissait. Bon, c'était une structure dont on ne percevait pas très bien ni l'intérêt ni les enjeux. Sinon qu'il a été réveillé dans la période récente par l'administration Biden, quand le président Biden a pris heureusement la suite du président Trump comme instrument de sa politique indo-pacifique. Alors, avant de donner une définition, on va dire ce que le Quad n'est pas. C'est une manière autre de dire les choses. D'abord que le Quad ne remplace pas l'OTAS. L'OTAS, c'était un peu le pendant de l'OTAN pour la partie
Asie-Pacifique pour adopter une politique de containment par rapport à la crainte qu'on avait de voir de plus en plus de pays devenir des pays communistes. Bon, l'OTAS, il y a longtemps que ça n'existe plus, donc le Quad n'est pas là pour remplacer l'OTAS. C'est un, c'est pas un cadre juridique précis comme un traité. C'est pas de ça. Pour nous, par exemple, quand on cite l'OTAN, l'article 5, qui est écrit dans le marbre, si je puis dire, c'est clair. Si un pays de l'OTAN est attaqué, bah, tous les autres viennent à sa défense. Le Quad, il n'a même pas de délimitation géographique bien arrêtée. Bon, en gros, comme le nom l'indique, c'est plutôt dans l'espace Asie-Pacifique, Indo-Pacifique. Le nombre de partenaires n'est pas définitivement établi. Alors, il y en a 4 au départ que j'ai cités, mais comme de plus en plus les réunions du Quad eh bien, mobilisent aussi d'autres pays, alors parfois on parle de 4 plus. Ça varie selon les sujets. Alors vous allez dire, bon, bah, c'est pas très précis, c'est pas très formel, ça ne doit pas présenter un grand intérêt, et peut-être pas. Parce que, au fond, c'est une manière assez souple de fonctionner et d'organiser les choses. Et en même temps, de ne pas le présenter comme ayant un objet limité dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ça, c'est une vision un peu étroite. Il a, par ses premiers moments d'existence, aussi des champs d'intervention plus larges, inciter la santé publique, les questions environnementales. Donc, de voir que le Quad, ce serait un format plutôt multidimensionnel. À travers ce large concept, ben, on peut y loger plein de choses. Alors, aujourd'hui, quelle est la finalité du Quad? Je crois que la finalité première, c'est une affirmation largement partagée par de nombreux pays, y compris par ceux de l'ASEAN, et notamment par le Vietnam, c'est que ben, l'espace Indo-Pacifique, et dont une partie est la mer de Chine méridionale, c'est un espace libre et ouvert. Hein, c'est un espace bon, concerné par le droit maritime international. C'est aussi, il ne concerne pas que la sécurité, c'est une alternative démocratique, on va dire, au Belt and Road Initiative, c'est-à-dire ce qu'on appelle les routes de la soie chinoises. Et c'est pas rien, puisque lors du dernier sommet, là, dont on va dire un mot très vite, il y a une perspective d'investir 50 milliards de dollars dans les 5 ans qui viennent, et ça au moment précis où la Chine ralentit ses investissements, c'est-à-dire d'envoyer un signal clair, pays de la zone Indo-Pacifique, de dire, bah, attendez, avant de mettre tous vos œufs dans le panier chinois qui va pas tellement bien aujourd'hui, vous feriez mieux peut-être de vous interroger s'il n'y a pas d'autres partenariats plus fructueux pour l'avenir. Alors, il n'y a aucun doute que c'est une forme réactualisée, même si ce n'est pas l'OTAS et un traité militaire, d'endiguement de l'expansionnisme chinois. Bon, c'est clair. Et c'est quand même aussi une incitation, alors on l'a vu très clairement pour la Chine, un peu aussi pour la Corée du Sud, à accroître les budgets militaires. Là, l'expansion des budgets militaires au Japon est particulièrement spectaculaire. Alors voilà nos 4 chefs d'État lors du dernier sommet qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc, australien, américain, japonais, indien. Vous connaissez M. Modi à droite, Premier ministre indien. Alors, on ne perd pas de vue notre thème hein, pour les pays de la péninsule. Dans ce cadre, ben, avec voilà, tout ce qui existe dans la zone, indépendance, suivisme, hein, qu'est-ce qu'il en est pour les pays de la péninsule? Poursuivre une politique étrangère d'équilibre? Ben oui, bien sûr, mais c'est pas si simple. Comment ne pas être à la remorque? Bon, et c'est une situation d'autant plus inconfortable que, je vous le rappelle, nos 3 pays sont des pays avec des régimes communistes. Mais des régimes communistes qui vivent pas tous très bien, ce qui pourrait apparaître comme la tutelle du grand frère chinois. Et pour l'un d'entre eux, le Vietnam, qui connaît un contentieux ancien et sévère même quant à la prétention de Pékin de s'approprier les ressources de la mer Nord-Orientale, de s'y implanter militairement, de maîtriser le trafic. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, c'est peut-être finalement des formes de rapprochement à la carte, puisqu'on a vu que finalement le Quad, c'était très souple. Bon, alors on va regarder, ce sera notre manière de terminer notre enseignement, les points traités lors du Quad le 24 mai dernier à Tokyo, et de voir
les domaines pour lesquels des pays de la péninsule indo-chinoise pourraient se sentir plus ou moins proches. Je pense évidemment en particulier au Vietnam. Alors voilà tous les points sur lesquels le sommet a travaillé. Renforcer la collaboration pour répondre aux catastrophes naturelles, type tsunami, terrible catastrophe qui s'était produite il y a quelques années. Bon, écoutez, là, je ne crois pas que ça pose un problème d'enjeu géopolitique majeur. Bon, là-dessus, je pense que tout le monde pourrait être à peu près d'accord. Une politique concernant la pandémie, ben, voilà, les quatre pays ont, non, ont réalisé de fournir 670 millions de vaccins. Alors là aussi, ben, on va dire, surtout que les vaccins occidentaux semblent quand même plutôt de meilleure qualité que les vaccins chinois. Et ce qui est intéressant, c'est une politique de production locale de ces vaccins et le pays évidemment qui est concerné parce que c'est un pays qui a une grande compétence dans ce domaine-là, c'est l'Inde. En matière d'environnement, alors là c'est une déclaration d'intention, il n'y a pas encore un programme précis, mais l'idée du lancement d'une initiative d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Quand on voit le peu d'altitude de certains îlots du Pacifique Sud, bon ben voilà une initiative qui ne peut que susciter des formes, je crois, d'adhésion. Au plan économique, ben, c'est ce dont j'ai parlé, 50 milliards supplémentaires, ben, c'est pas rien. Et puis des domaines aussi qui ont toujours été évoqués lors du sommet de Tokyo, c'est dans le domaine des technologies. Alors là, il y a toute une énumération de possibilités qui pourraient être mises en place, des télécoms, sur des questions un peu tendues, parfois de la 5G, sur les images satellites qui pourraient être partagées, notamment en but scientifique. Donc vous voyez, sur tous ces thèmes-là, finalement, nos trois pays de la péninsule, ils pourraient sans difficulté dire, ben oui, sur ces points-là, pas de problème, on pourrait être un membre associé du Quad. Et vous le voyez à travers un titre qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est assez intéressant. Ça a déjà 2 ans, hein, quand le Quad avait commencé à être réactivé, et le Vietnam qui affirme qu'il a sa place dans le Quad élargi. Mais quand vous regardez bien, on voit que le rôle du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, autrement dit, c'est plutôt la sphère économique qui amenait là c'est le quotidien, pas le quotidien hebdomadaire en langue française du Vietnam, donc c'est quasiment le journal officiel du gouvernement. Alors venons-en à des sujets plus chauds, on va dire. Les options en termes de sécurité et de défense. Alors, qu'est-ce qui a été abordé et acté lors de ce sommet qui a eu lieu à Tokyo? Des questions touchant à la cybersécurité, avec la décision de créer, entre membres du Quad, un partenariat, un partnership. Les initiatives concrètes, elles restent à préciser. C'est une déclaration de choix de s'engager dans ce domaine-là. Un domaine qui n'est pas anodin. C'est la déclaration de type politique lors du sommet du Quad pour dire que la Birmanie doit aller vers le rétablissement d'un système politique démocratique. Et au passage, le Quad salue le rôle de l'ASEAN. Alors c'est assez habile, ces manières de dire, ben, vous-même, membre de l'ASEAN, dans des domaines importants comme celui-là, vous avez déjà fait un bout de chemin, vous ne laissez pas la Birmanie rester parmi vous en faisant ce qu'elle veut comme dictature militaire, au contraire, vous freinez sa participation aux réunions de l'ASEAN, et vous avez raison, il faut qu'ensemble on arrive à résoudre cette détérioration de la vie politique de la Birmanie avec l'enfermement des principaux dirigeants et la suppression de la Ligue pour la démocratie. Le sujet aborde alors, d'autant plus que ça se déroulait à Tokyo, la question de la Corée du Nord, qui est une source de déstabilisation parce qu'elle ne respecte pas la résolution du Conseil de sécurité qui avait acté la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Alors vous allez me dire que décision du Conseil de sécurité, le président de Corée du Nord, Kim Il-sung, s'en fiche pas mal. Et puis, vis-à-vis de la Chine, eh bien, lors de la réunion de Tokyo, plusieurs points ont été abordés. Les atteintes à l'ordre maritime, bon, alors que le droit, les atteintes à l'ordre maritime qui doit être fondé sur le droit et non pas par une appropriation unilatérale d'une mer, et également sur ces mêmes mers de ne pas aller vers la militarisation de ces territoires.
Le sommet a souligné aussi les actions dangereuses de sa marine et puis souligne aussi les atteintes aux libertés fondamentales à Hong Kong et dans le Xinjiang. Bon, là, on voit bien que c'est une option nettement anti-chinoise. Bon, un Chapat, avec son trait de plume coutumier, illustre bien la réalité de ce qui se vit à Hong Kong, le confinement perpétuel à Hong Kong. Et malheureusement, l'espace d'expression s'est très fortement réduit dans la cité de Hong Kong. Voilà, alors pour terminer, ben, on voit que la péninsule indo-chinoise, elle vit le présent, alors pas seulement au rythme de la rivalité sino-américaine, mais pour une part, oui. Hein. Donc, ça sera du non-alignement, de l'alignement partiel. C'est là où les questions géopolitiques sont intéressantes à voir. Alors, les pressions sont fortes, et notamment du côté du président Biden. À noter d'ailleurs qu'elles valent aussi pour les pays européens. Hein. L'administration Biden vous serez très heureuse de voir les pays européens marcher à sa suite dans cette tension qu'il y a avec la Chine. Là, au fond, il y a trois éléments qui sont peut-être à retenir. Il y a une orbite chinoise, c'est incontestable, et qui a cherché à se développer en mettant en place, alors là référez-vous à la conférence d'Emmanuel Lerco, ce qu'on appelle l'Organisation de sécurité de Shanghai, autrement dit, sous couvert de lutte bon, contre les séparatismes, contre le terrorisme, etc. Et en fait, c'est une organisation quasi militaire pour garder les régimes en place, les régimes autoritaires. D'autre part, le Quad, qui est une structure peu formalisée, mais qui est en fait une véritable réponse de pays à tradition démocratique. Et entre ça, et ça peut intéresser bien sûr les pays de la péninsule indo-chinoise, c'est ce qui a place pour un non-alignement, autrement dit un Bandung réactualisé, eh bien, 60 ans après. Alors voilà l'organisation de coopération de Shanghai. C'est assez bizarre, cette organisation de Shanghai, parce que pour les pays autoritaires, Chine, Russie, les républiques d'Asie centrale, l'Iran, on comprend tout à fait. Pour l'Inde, par contre, c'est plus un sujet d'interrogation de voir quel est membre de cet ensemble. Et pour le Quad, ben voilà donc un espace pas très délimité, voilà qui va des États-Unis jusqu'à l'Inde et qui a pour objectif effectivement d'apporter une réponse dans beaucoup de domaines au futur de la zone. La guerre en Ukraine et l'Asie sera un thème qui sera abordé largement à travers cette tension Chine-Taïwan, parce qu'il y a des choses qui présentent des analogies avec la guerre d'agression de la Russie envers l'Ukraine, mais pas seulement, on verra aussi d'autres points. Donc voilà, bah, d'ici là, je n'ai guère qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.